Bienvenue dans cette entrevue très spéciale avec Sylvie Tremblay. Bonjour Sylvie. Namasté Maryse. Namasté, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui dans cette entrevue. Et Sylvie, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est fondatrice et directrice du centre Yoga Sangha ici à Montréal. On est d'ailleurs dans l'aire principale ici de Yoga Sangha. Donc des super belles salles de yoga, c'est vraiment magnifique. Ça fait maintenant plus de 30 ans que tu pratiques le yoga, plus de 20 ans que tu enseignes le yoga également. Tu formes des professeurs de yoga ici au Québec, évidemment, mais aussi à l'extérieur du Québec, donc en Europe entre autres. Sylvie, merci d'être là. Et la première question qui peut sembler peut-être une question très très simple, mais qui dans le fond demande peut-être une belle réflexion, c'est quoi le yoga pour toi? Alors, tu sais, Maryse, en fait, quand j'ai commencé, c'était une voie de développement personnel, c'est une voie d'éveil spirituel. Mais avec le temps, pour moi, le yoga, c'est devenu une voie de service. C'est devenu une opportunité de partager ce que l'être humain a de plus riche en lui-même. Comme j'enseigne depuis près de 20 ans maintenant, toute ma vie a été en yoga et toute ma vie a été dédiée à cette tradition-là millénaire. Et le partage qu'on vit en yoga, c'est le plus beau miroir qu'on peut pas escompter avoir dans une vie. Alors tout ce que je partage avec les gens, mais tout ce que les gens me partagent d'eux-mêmes aussi constitue un privilège d'une profondeur inouïe. Alors pour moi, le yoga, c'est une voie de réalisation personnelle, mais une voie aussi qui nous permet de servir autrui, servir la communauté, faire grandir la conscience, contribuer à un monde meilleur, définitivement. Oui. Et au départ, ta pratique de yoga, qu'est-ce que c'était? Parce que ça a beaucoup changé. Donc, c'était une voie personnelle au départ. Maintenant, c'est rendu une voie de service. Comment était ta pratique au départ? Ben en fait, j'ai commencé, j'avais 13 ans, hein. Donc toute jeune. Oui, c'est on peut presque dire que t'es tombée dans la marmite. Ouais. Puis tu vois, j'étais toute petite, j'avais à peu près 8 ou 9 ans, puis je mettais mes pieds derrière ma tête, les deux pieds dans Yoga Nirasana, puis je me disais, je regardais mes cousines, je regardais mes proches, puis je disais, peux-tu faire ça toi? Parce que je me disais, est-ce que je suis normale? Puis j'étais très curieuse de voir mon corps manifester des choses qui me surprenaient, puis j'étais ni gymnaste ni ballerine, puis mon corps manifestait ces choses-là. Alors très jeune adolescente, ça s'est poursuivi et ma curiosité m'a amenée dans les livres et puis à approfondir la pratique, la méditation. Mon père a pratiqué la méditation transcendantale lorsque j'étais adolescente de façon régulière, 2 fois par jour, et je voyais ce cheminement se vivre et je m'y reconnaissais instinctivement, naturellement. Donc au départ, le yoga a été dans ma vie une façon de réaliser ce que je portais en moi. C'était comme une destinée ou une vocation qui était presque écrite d'une certaine façon. Et ensuite, j'ai étudié, en fait, les communications. J'ai un baccalauréat dans ce domaine-là. Et tout de suite après mon bac, je suis allée en Inde pendant 6 mois toute seule. Et de grandes prises de conscience, de grandes révélations, un grand travail mystique, là, c'est vécu à cette période-là dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai su que l'enseignement était la vocation là, de mon existence. Alors, comment ça s'est transformé? Ben, ça s'est transformé. Tu sais, il y en a qui vont dire, moi, c'était physique au départ, c'était pour le stress. Moi, ça n'a jamais été ça. Ça contribue à amoindrir la part de stress que j'endosse, ça contribue à faire de moi une meilleure mère de famille, ça contribue à faire de moi une amoureuse, une amante, une amie, plus au fait des valeurs humaines profondes. Par contre, pour moi, le yoga, ça a toujours été une voie spirituelle de développement. Fait que la philosophie ou la façon d'aborder l'existence a toujours été au cœur de ma pratique. Je pratique pourquoi? Et je me souviens qu'adolescente, j'avais à peu près 15 ans, ma mère m'avait demandé à un moment donné dans l'été, elle avait dit, j'avais une pile de livres immense à côté de moi. Pendant un été, elle m'avait dit, mais pourquoi tu vas pas jouer avec des amis, faire des choses? J'ai dit, quand j'aurai compris pourquoi je suis sur Terre, je saurai qu'est-ce que j'aurai à faire. Wow! Donc déjà pour toi, là, c'était vraiment, vraiment important, cet aspect spirituel. C'était au cœur, dans le fond, de chaque geste à poser. Parce que pourquoi poser des gestes s'ils ne sont pas intentionnés? À quoi bon faire, produire, s'il n'y a pas une intention, un but profond derrière? C'était capital dès le départ pour moi. Puis maintenant, lorsque tu enseignes, qu'est-ce que tu veux transmettre? Parce que maintenant, tu es rendu plutôt dans le service, donc ça s'est transféré. Qu'est-ce que tu veux partager? C'est quoi l'essence de ton enseignement que tu veux partager?
sais, en quelque sorte, on parle beaucoup d'approcher le corps avec plus de sensibilité, plus d'écoute, plus de résilience, de douceur dans le yoga. Pour moi, tout ce qui est au cœur de la démarche fondamentale, c'est apprendre à s'aimer soi. Et quand on reconnaît la valeur que l'on a, quand on se porte au centre de nos objectifs de vie, puis au centre aussi des déterminismes sociaux dans lesquels on s'implique, la vie se colore de sens. La vie a infiniment de sens. Fait qu'être non violent envers soi, être tendre, être indulgent, accéder à la paix, c'est une façon de s'accepter d'abord comme on est. Fait que le yoga, oui, affine le corps, il augmente notre sens de l'équilibre, il augmente notre souplesse. La pratique des asanas comme telle a de nombreuses vertus d'un point de vue physiologique, mais c'est apprendre à s'aimer qu'on découvre, plus que tout. Puis quand on se respecte, on s'aime, on se respecte, c'est d'autant plus naturel après ça d'être véritablement à l'écoute des autres puis d'être en amour avec les gens qui nous entourent. Fait que moi, je suis une grande amoureuse, Maryse. j'aime à l'infini. Puis la passion qui m'habite est tellement débordante que depuis toutes ces années, ça ne fait que grandir, parce que c'est l'amour qui est au cœur de l'enseignement que je porte. C'est pas le comment faire, c'est pas le ce qui doit être, c'est qui sommes-nous. Puis pouvons-nous simplement s'aimer davantage? Est-ce que c'est une question à laquelle que tu t'es posée lorsque tu étais jeune? Est-ce que tu disais comment je peux faire pour m'aimer davantage? Est-ce que tu as eu à apprendre à t'aimer ou c'était déjà là au départ lorsque tu cherchais le sens de ta vie? Tu sais, je pense que, Maryse, le privilège qu'on a d'être bien entouré est une grande chance dans l'existence. Moi, j'ai eu des parents qui sont d'ailleurs toujours ensemble aujourd'hui, puis qui m'ont enseigné, puis je suis venue d'une très, très grande famille. Chez ma mère, il était 15, hein, chez mon père, 5, puis ils ont tous vécu ensemble dans un village. Donc, on vivait en famille, les oncles, les tantes, tout le monde était ensemble. Fait que, est-ce que j'ai eu à choisir d'aimer? Pour moi, c'était d'emblée, c'était ça la vie. C'était déjà là. La famille, c'est au cœur d'une façon de faire. Il n'y a pas d'autre façon que d'être en promiscuité avec les autres, d'être à l'écoute d'autrui. Fait que ça a toujours été au cœur de mes valeurs, puis de mes propres besoins. Je pense aussi, tu sais, être entouré. Je pense que il y a des gens qui aiment la solitude. Moi, je suis une yogi pure et dure. Hein? Les gens m'écrivent comme une mystique. Tu sais, c'est vrai, je suis une mystique. Sauf que si je regarde l'ensemble de mon existence, je la passe le plus clair de mon temps. Je dis souvent à la blague en pyjama avec le monde. Puis en retraite, je suis toujours en classe, nu-pied, tu sais. Fait que c'est presque toujours été un mode de vie. J'ai commencé à enseigner, je venais d'avoir ma fille à 23 ans. Donc ça a toujours, puis ma fille était en couche dans les classes à faire des piles avec les blocs de mousse, puis je faisais des blagues en disant on découvre l'enfant intérieur, puis je me disais my God, les gens sont indulgents. Mais ça faisait partie de l'ouverture d'esprit à avoir, je pense. Puis ça mettait aussi, ça enlevait beaucoup de pression. Mais oui. Ça crée un naturel et une ambiance très conviviale. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous recevoir ici dans un cadre de convivialité qui est pas celui des classes de yoga strict où est-ce qu'on enseigne sur le plan postural. Ça, je l'ai fait toute ma vie. C'est encore là. Sauf que je pense que le yoga, depuis quelques années, on dit qu'il est off de mat. C'est-à-dire qu'il y a assez de praticiens en yoga maintenant pour comprendre que ce qu'on vit sur le tapis ou ce qu'on vit sur le plan postural doit se transposer dans notre vie de tous les jours. Qui suis-je? Quelle est ma façon d'interagir avec les autres? Suis-je tendre avec moi-même? Puis-je l'être avec les autres davantage? Et à partir de là, le yoga prend tout son sens vraiment. Parce que performer, faire les grands écarts, être capable de se mettre les pieds derrière la tête, marcher sur les mains, c'est de belles prouesses, mais tôt ou tard, c'est où ce n'est plus nécessaire. Puis c'est pas le but en soi. Hein? Parmi les Ashtangas de Patanjali, il y a 8 stades d'éveil que comporte la pratique. Et parmi ces 8 stades, seulement le 4e a trait à la discipline propre au corps. Il est fondamental, le corps, parce qu'il est le véhicule de notre évolution. Par contre, il y a l'esprit, il y a la conscience, il y a notre façon d'interagir avec les autres. Tout ça fait de nous un être entier et un être accompli. Donc, toi, dans ta pratique personnelle, tu es beaucoup maintenant hors tapis, off the mat. Il y a une pratique personnelle. Il y a toujours une pratique personnelle. Qui a besoin d'être là. Ouais. Ah oui, ben je pense que quelqu'un qui ne vit pas en yoga n'a pas l'intégrité d'offrir un enseignement
de qualité, selon moi. Et puis ça se sent. Je pense que c'est ce qui fait des grands professeurs ou des bons professeurs, des gens qu'on suit. Et qu'on suit longtemps, parce que on peut suivre l'enseignement de quelqu'un pendant un temps, puis à un moment donné, se dire, écoute, j'ai envie d'autre chose. Mais quand quelqu'un peut nous guider pendant longtemps, c'est parce que lui aussi continue d'évoluer. Fait que je pense que par amour de nos élèves et par intégrité personnelle, faut jamais cesser de croître et jamais cesser de penser qu'on a quelque chose à apprendre. Excellent. Puis dans ton enseignement, comme tu offres des formations professorales ici, en Suisse aussi, donc en 2018 également, sur quoi qu'est-ce que tu partages? Sur quoi tu partages le plus? Donc oui, il y a la partie asana, le hatha yoga sur lequel tu commences, ensuite de ça le vinyasa. Puis quoi d'autre qui sous-tend la pratique à travers tout ça? Tu as parlé d'être tendre aussi envers soi. En fait, tu vois, la formation, ça fait 10 ans que cette formation, je la donne et elle est poreuse, c'est-à-dire qu'elle évolue toujours en fonction des élèves, elle reste très, très vivante, très dynamique, puis c'est ce qui fait son succès d'ailleurs, je pense, c'est qu'elle est constamment au diapason de l'élève, elle reçoit l'élève. Alors, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que ce programme, mais qui s'intéresse à celui-ci? Oui, c'est une super bonne question. Ça, c'est vraiment plus ça. Pour moi, ce qui m'importe, c'est d'offrir un cadre d'évolution aux gens. Un cadre de travail où tant les aspects physiques, les aspects émotionnels, les aspects spirituels et éventuellement psychiques vont être sollicités. Donc, l'individu doit être prêt à grandir suivant tous les aspects de lui-même. Fait que ça, c'est le point crucial. Et je dis souvent aux élèves qui commencent, on commence par la fin ici. Ah oui, oui. C'est-à-dire que là, on s'attend, bon Dieu, c'est une école de data et de vinyasa, c'est des pros, ça va être top, faut que je sois prêt avant d'y aller. Il y a des gens qui attendent. M'entraîner. Les gens qui s'entraînent avant de venir ici, vraiment, ça me fait toujours rire parce que le programme est fait de façon telle que les gens vont d'abord travailler sur eux. Okay. Intensément, avant de pouvoir prétendre travailler sur autrui. Et enseigner, dans le fond, quand on s'en prend à enseigner, c'est qu'on se sent riche de ce que la discipline nous a déjà tant apporté, tant donné. Sauf que des fois, il y a des angles morts. Il y en a beaucoup il y en a tout le temps. Toujours. Tout le temps. Et c'est constamment. C'est pas toi, moi, il y en a encore. Constamment. Des fois, je regarde et je me dis, tu sais, celle-là, je l'avais jamais vue. Puis les défis changent parce que les défis sont à la mesure de qui nous sommes. Donc, quand on maîtrise quelque chose où on se sent à l'aise, on se sent paisible ou en harmonie, là, le défi d'après, oui, pour nous faire grandir encore plus. Voilà. Oui. Nous subjecte notre infini, dans le fond. nous permettre de rencontrer l'infinitude. Alors, dans ce sens-là, je dirais que on a toujours à s'adapter, on a toujours à se revisiter, on a toujours à se considérer plus grand qu'on l'est. Donc, c'est une méthode, pas une méthode, mais c'est un voyage dans lequel on apprend à grandir. D'abord, ouais. Ça, c'est la première partie de l'année. Oui. Et après ça, dans la deuxième partie du parcours, là, on apprend à voir quelles sont, en fin de compte, toutes les prérogatives à prendre en compte pour s'assister sur le plan physique, mais assister l'autre d'une façon intelligente, d'une façon aussi sécuritaire. Parce que tout ce qu'on appelle la correction hands-on, c'est-à-dire le travail assisté avec l'autre, l'art de corriger, l'art de soutenir, c'est-à-dire avec tous les outils, avec l'alignement juste, avec la compréhension de la biomécanique. Là, ça, c'est la deuxième portion de l'année, où est-ce qu'on revoit ses propres méthodes psychocorporelles et où est-ce qu'on peut apprendre à assister quelqu'un d'autre dans le travail physique. Ça a trait aux postures, mais ça a trait à la maîtrise du souffle, bien entendu, le pranayama, mais la maîtrise de l'énergie vitale. Fait qu'il y a une bonne part de l'énergie. Ce qui distingue ce programme-là des formations peut-être à plus courte portée, c'est qu'on aborde énormément ce qui se passe quant au circuit énergétique. Comment fonctionne la polarité sur le plan de la structure électromagnétique corporelle? Comment ces grands circuits interagissent entre eux jusqu'à se relier à des points d'acupressure? Qu'est-ce que sont les marmas? Donc, on va travailler à comprendre que les asanas ne sont pas que des véhicules qui nous permettent un meilleur fit dans le corps. Un fitness, c'est pas juste un fitness. Pour s'entraîner puis avoir un corps qui est fort et souple. Et svelte, voilà. Mais c'est une façon de connecter entre eux des points d'acupressure qui revitalisent le corps. Fait qu'on la formation va beaucoup dans le domaine énergétique. Alors ça, c'est un des points cruciaux. Et éventuellement, là, il y a tout le travail de groupe qui se fait.
parce que la formation comporte une retraite qui est toujours dans la nature. Et ça, c'est le moment, entre autres, le moment magique que tout le monde garde en mémoire comme étant un des highlights de la formation, où là, toutes nos cohortes se retrouvent ensemble. Ça peut être 80, 100 personnes. Enfin, c'est devenu grand avec le temps. Hein? Mais où est-ce que les gens apprennent l'art de vivre ensemble comme jamais? Et dans ça, il y a toute une façon d'interagir avec l'autre. Il y a un empowerment qui est supporté pour que chacun de nos élèves soit mis en lumière puis apprenne à réaliser comment ils sont grands, ils sont beaux et que la vie est un cadeau. Enfin, je vous révèle pas toutes les expériences magiques, là, mais voilà. Magnifique. Puis si on regarde aussi au niveau physique, parce que c'est un aspect important physique, donc c'est Hatha Vinyasa. J'aimerais ça juste avoir ton point de vue sur les blessures qu'on voit souvent en yoga, parce que c'est un des éléments aussi qui est important à tenir à considérer, moi je trouve. Souvent on va vers le yoga, pas toi, mais d'autres, pour gérer le stress ou encore pour pouvoir guérir le corps, pour pouvoir le soulager de douleurs qu'il peut avoir. Mais la façon dont on fait les postures, on peut se blesser. Donc, puis en vinyasa, pas nécessairement en vinyasa, mais lorsqu'on est dans des flows ou encore dans des exercices exigeants, on a plus de risques de se blesser. Alors, je pense que c'est un élément qui est important pour toi de réduire ce risque de blessure physique. Tu sais, tu dis, Marie, pas toi, Sylvie. Moi, comme tout le monde, à tous les jours, le stress, mais au départ, ce que je veux dire, c'est que c'était pas pour ça que toi t'étais là. Oui, tout à fait. Mais je blague à part, c'est juste pour dire que malgré le fait qu'on pratique un yoga qui est plus doux, qui est plus technique, qui est plus traditionnel, ou qu'on pratique un yoga plus dynamique, la vie de tous les jours est tellement exigeante que d'emblée, n'importe qui, n'importe quand est susceptible d'avoir des tensions à résorber dans le cadre de la pratique qui favorisent les blessures. Fait que ça, c'est d'emblée. Fait que il y a pas de yoga biomécanique qui doit mettre de côté en fait la pratique, la conscience corporelle. Là où peut-être on peut avoir une plus-value, on doit mettre un accent en vinyasa yoga ou dans les yogas dynamiques, c'est à l'endroit de la respiration, dans l'importance accordée à la respiration. Le vinyasa yoga, c'est comme une danse, hein, c'est-à-dire que c'est l'enchaînement progressif et répétitif suivant un rythme régulier de pauses. Et ces pauses, si elles sont mises en scène ou mises en place, vinyasa, mises en place d'une certaine manière, devraient faire en sorte que d'une pause à l'autre, le niveau de difficulté augmente. Ce qui fait que quand on amorce une série d'asanas ou de postures en vinyasa, à prime abord, ça devrait être très facile. Où est-ce qu'on va travailler même les fondations du corps, l'ouverture des hanches qui va favoriser la mobilité de la colonne, la mobilité de la colonne qui va favoriser la mobilité des membres. Donc, il y a une compréhension dans la structure du corps, si elle est judicieuse, qui va amener à ce que naturellement le corps bouge bien et avec aisance sans qu'il n'y ait de risque de blessure. Si on crée des séquences qui ne comportent pas cette compréhension biomécanique, c'est là que dans un niveau de difficulté trop ardent, a priori, là c'est épuisant, là c'est fatigant. Et donc il y a la conscience de la séquence qui doit être prise en compte, puis ensuite l'importance de la respiration amenée dans le cadre de l'exercice. En Vinyasa Yoga, si les mouvements sont faciles au début, puis qu'ils sont faciles, sont abordables, la respiration va de soi. Et on reconnaît la maîtrise d'une pause lorsque la respiration n'est pas entravée. Pas au niveau de performance qu'elle représente, mais à la respiration fluide qu'elle offre aux praticiens. Alors, si au départ, les postures n'ont l'air de rien, mais qu'elles sont aisées, et que la respiration, l'accent est mis sur la respiration pour qu'elle soit profonde et fluide, naturellement, il va y avoir une chaleur qui va être créée dans le corps par la respiration. La respiration Ujjayi qu'on pratique, entre autres dans la respiration, dans les yogas dynamiques plus spécialement. Et cette chaleur liée à la respiration allongée, profonde, va faire en sorte que le corps va devenir très mobile, qu'il va libérer ses acides, l'acide citrique et l'acide lactique au fur et à mesure du travail, ce qui fait que les risques de blessure vont être largement amoindris. Moi, tu sais, Maryse, au fait de presque 20 ans d'enseignement, je vais être très honnête, là, j'ai pas vu de blessure physique, peut-être en est-il survenu en périphérie ou tout ça, mais dans les classes, si c'est fait progressivement puis en douceur, puis avec un regard alerte de la part de l'enseignant, je pense que il devrait jamais y avoir de blessure dans une classe de yoga. Le professeur est là pour être à l'écoute de l'élève. Pas
au service de la performance et de la mise en valeur d'un workout. Il est là pour servir l'élève, donc reconnaître où se trouvent ses défis et lui permettre de les apprivoiser par échelon. Alors, si la barre est trop haute, il y a risque de blessure, mais donc il y aurait une mauvaise interprétation. La progression est extrêmement importante. Extrêmement importante. Oui. Tu sais, c'est dans la pratique du yoga, c'est Daisy Kachar qui disait il y a autant de yoga qu'il y a de praticiens. Et c'est pas aux praticiens de s'adapter au yoga, mais c'est au yoga de s'adapter aux praticiens. Le yoga est un outil pour éveiller la conscience, pas pour former des athlètes. Pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment cette sensibilité-là. Et aujourd'hui, je trouve qu'on perd beaucoup cette notion de respiration. Même les enseignants de yoga, beaucoup d'instructeurs, on va entendre inspire, expire, mais c'est presque machinal. Est-ce que c'est ressenti? Est-ce que la respiration est vécue? Vécue, pas exercée, vécue. Vécu. Que ça parte du centre et que ça se manifeste vers l'extérieur. Que ça aille jusqu'au corps, que ça permette de véhiculer l'expérience de l'âme dans tout le corps pour ressentir ce qu'on vit. Pas juste faire la pause, ressentir la pause. Pour le premier véhicule qui nous mène au ressenti, c'est la respiration. Puis moi, je dis souvent aux élèves, le ressenti, c'est le langage de Dieu. C'est drôle, mais on va dire c'est mystique, mais ce que je veux dire par là, puis je suis pas religieuse au sens strict du terme, pas du tout. Tu sais, je suis très 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 contemporaine dans ma façon de vivre au quotidien, mais c'est que on sait plus où est le sacré de nos jours. Ben le sacré est dans ce qu'on ressent. Puis ce qu'on ressent juste pour soi, c'est dans l'instant exactement ce qu'il nous faut. Mais si on n'est pas en contact avec notre ressenti, parce qu'on suit des consignes, parce qu'on veut faire comme les autres, parce qu'on veut être à la hauteur, parce qu'il faut, on doit, on devrait, on se coupe de l'expérience elle-même. Donc c'est cette sensation qui fait le wow. Exact. Puis qu'il n'y a pas de mots. Si on voulait la décrire à quelqu'un, puis on dit ben je me sentais comme ça, puis on le dit, puis ça perd un peu de sa substance. C'est ce wow qui fait ah! C'est ça qu'on recherche dans notre pratique de yoga, dans notre pratique de vinyasa avec le souffle. Il y a une année, j'avais animé un événement, puis les gens étaient complètement, tu sais, paisibles et complètement dédiés à la pratique à la toute fin. Puis on était vraiment nombreux. Puis à un moment donné, j'avais dit aux gens, alors maintenant qu'on est dans cet état de grande réceptivité, je vais vous partager un mantra de la tradition qui est infiniment puissant. J'ai dit c'est important d'affiner l'ouïe puis d'être très 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 à l'écoute parce que c'est une vibration hautement puissante, très 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 vibrante. J'ai pris un instant de silence. Puis j'avais dit alors ça va comme suit, j'avais inspiré. J'avais dit waouh. Après ce cours extraordinaire que les gens avaient accompli. Et tout le monde était parti à rire, mais c'est ça. Quand c'est « wow », c'est ce que « we got it ». La pratique était, comme on dit, sur son X, qu'on a su performer ensemble. Mais performer, c'est-à-dire accomplir. Oui, pas performer d'être au-delà de l'extérieur, mais de performer, se connecter à soi. Accomplir, incarner la tradition. D'être incarné. Superbe. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un futur professeur de yoga? Donc, c'est quoi quelqu'un qui veut devenir professeur de yoga? Qu'est-ce qui est important qu'il sache, peut-être, avant de commencer à... Alors, d'abord, aborder la chose d'une façon très humble. Je pense que si on a cheminé suffisamment pour être intéressé à l'enseigner, probablement que ça va de soi, qu'on a commencé à apprivoiser ses propres limites, ses propres peurs. Mais d'abord l'humilité, parce que je pense que la première des considérations que les gens vivent lorsqu'ils commencent un corpus en enseignement, c'est qu'ils disent « Ah! Je ne pensais pas que c'était aussi grand. » Je savais tout ce qui se cachait derrière. J'escomptais découvrir beaucoup, mais je ne pensais jamais que c'était aussi grandiose, qu'il y avait autant de contenu. Et quand c'est comme un fil d'Ariane, hein, on tire le fil là, puis là on tire, puis on tire, puis on tire, puis c'est tous les méandres de la nature humaine, c'est toute la psyché humaine qu'on va décortiquer, c'est tout l'art de vivre avec l'autre, c'est l'art de repenser le monde, la société dans laquelle on vit, nos grands systèmes. C'est grand.
c'est grand, le yoga, faire un avec. Puis pourquoi c'est aussi grand que ça? Je pense que c'est en partie parce qu'on se connecte à quelque chose qui est plus grand que nous ou qui est plus grand que nous, qui peut venir d'un endroit ou l'autre. Oui. Puis que quand on le manifeste, ça prend sa grandeur. Ça irradie et ça nous surprend. Et cette grande surprise qu'on a, c'est à réaliser qu'on se sent apte au bonheur, mais plus grand que ça. On se dit, mon Dieu, pas moi. Je peux pas croire. Est-ce que je les mérite? Oui. Est-ce que j'ose me choisir? Est-ce que j'oserais encore davantage? C'est ça, en fait. Et accepter d'être le beau, le vrai et le grand dans sa vie. Et on se rend compte qu'on se restreint beaucoup. On se restreint beaucoup. Alors, si je peux me permettre, c'est d'oser, oser la totale. Premier conseil, être un, et deuxième, oser la totale. Ça me semble être très opposé, mais qui est très aligné. Le spectre de la pratique évoque bien tout ça. Excellent. Puis qu'est-ce que tu... Ah oui, je voulais aussi que tu nous partages tes formations que tu vas donner. Il y a aussi tes DVD, donc si je peux les montrer, Absolument Yoga. Ouais. Donc tu es la conceptrice, la créatrice, la réalisatrice, c'est toi qui as tout pensé. Non, je n'ai pas réalisé ça. À l'origine, c'était un programme télévisuel, donc pendant 6 ans, c'était à l'écran. Et puis le programme a été apprécié, et puis on en a fait des DVD. Puis c'est ça fait son chemin pendant un bon moment déjà. Donc le Hatha Yoga et le Hatha Flow. Oui, disons que celui-ci apprivoise le Vinyasa, mais c'est plus le Hatha Flow, les flows préparatoires à la pratique dynamique longue durée. Là. Fait que c'est de courtes séquences de 27 minutes, donc dans chacun des cas. Yoga. Puis il y a tes formations aussi. Oui, les formations. Tu avais envie qu'on parle de ça? Oui, ça, j'avais apporté le manuel, tu vois. Ça, c'est la formation. Manuel de formation. Oui, à Yoga Sangha. Donc, puis ça, c'est drôle parce que je dis souvent aux élèves au début de l'année, j'ai dit ça, là, c'est le 8e de votre formation. Parce que tout le côté pratique n'est pas là, puis le livre serait peine même. Donc, il faut vivre l'expérience, comme on dit. Donc, la formation, en fait, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un programme de presque 400 heures ici à Montréal qui est offert depuis 10 ans et en Europe depuis même qui est offert. Donc, cette formation-là, il y a un nouveau format qui est offert cette année, c'est qu'on a pris l'initiative de rendre plus accessible, en fin de compte, le corpus pour ceux qui auraient des horaires un peu plus exigeants. Donc, cette année, on va le tenir, entre autres, en Suisse, sous ce format-là. Bien, pour l'Europe, en fait. La Suisse est au cœur de tout le Royaume-Uni. Alors, je trouvais que c'est privilégié de tenir la formation cette année, en 2018, là-bas. Et donc, il va y avoir une préformation en ligne. Donc, il va permettre aux gens de se familiariser avec l'approche du Hatha et du Vinyasa qui va être offerte au cours de la formation elle-même. Ce qui fait que chacun va pouvoir, se mettre à niveau d'abord. Et ensuite, on va se retrouver au bord du lac Léman, vu sur le lac, les montagnes suisses, incroyables, pendant 2 semaines. Il y aura après ça tout un travail à faire sur soi pendant 3 semaines, suite à quoi on va se retrouver dans les Alpes pour une retraite immersive, une résidentielle nature, tout le groupe ensemble. Alors, donc, les premières dates, 29 juin jusqu'au 15 juillet 2018. Oui, tout à fait. Puis après ça, dans les Alpes suisses, du 12 au 19 pour compléter. Magnifique. Puis il y a aussi ici, au Québec, à Montréal, qu'on peut suivre aussi une formation professorale de yoga avec toi, donc presque 400 heures. Oui, tout à fait. Ça, c'est à l'année. Oui, puis il y aura ici les détails juste en dessous. Donc, on va mettre les liens vers ton site pour qu'on puisse y accéder également. Excellent. Puis si tu avais... C'est pas un dernier mot de la fin, un dernier conseil, quelque chose que tu as envie de partager, que tu te dis ça, c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai envie de vous partager. Alors, si je peux me permettre, il y a quelques années, on considérait encore que la spiritualité était une panacée ou enfin un créneau, un champ réservé à certains. Il fallait aller dans les monastères, il fallait aller dans les grottes, il fallait être un ascète pour vivre une vie religieuse et il fallait suivre des méthodes, suivre un dogme. Si j'aime me permettre, c'est que le yoga, si je peux me permettre, c'est que le yoga, en dehors de tout dogme ou de toute rigidité, nous offre l'opportunité de découvrir qu'est-ce que c'est que la conscience. Et aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur non seulement de s'incarner, puis d'oser nos rêves, d'oser nos folies, d'oser nos appels intérieurs, mais aussi oser vivre une vie spirituelle. La spiritualité, c'est un acte de communion avec soi, c'est une connexion intime à soi, ça ne se compare pas, ça se partage peut-être pas si naturellement. Et pourtant, c'est une façon de vivre en harmonie avec soi. Fait que c'est rien de plus, mais rien de moins. Je pense que le monde aujourd'hui est prêt
est prêt à revivre une spiritualité sans dogme et le yoga peut permettre de redonner au sacré toute sa valeur. Donc, oser retourner vers soi-même, oser connecter à sa spiritualité et oser la manifester par la suite. Oui, tout à fait. Oser. Oser. C'est quelque chose que tu as beaucoup mentionné. Oser être grand. Définitif. Être très grand. Un grand merci, Sylvie, pour tout ton partage. C'était extraordinaire. Et puis, bien, si on veut te revoir ici, à Montréal, ou encore en 2018, en Suisse. Namasté, Marie. Namasté. Je vous aime, tout le monde. Namasté. À bientôt, j'espère. L'amour! C'est tout ce qui compte.